守護神伝説第2章。守るために戦うモスラ2。12月13日東方系公開。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va mon cher Jordan? Un peu chaud. Chaudement, hein, Un peu chaud. Là ça sent le... Il faut qu'on parte dans les îles. Là, c'est ça, dans les îles, l'île de l'enfant notamment. On va retrouver donc Mothra pour notre deuxième partie consacrée à ce célèbre monstre d'Olato. Mais cette fois on va rester dans les années 90 et on va explorer toute l'ère SCI, des aventures de la mythe de 92 à 98. Ouais, on a 6 ans à couvrir, donc il y a pas mal de choses à faire. Il y a énormément de choses à dire. Donc ça va être notre focus. On va couvrir tous les films donc, qui vont aller de Godzilla versus Mothra à Mothra 3, donc quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, donc dans la Tokucave, nous allons aller du côté des parcs d'attractions. Ouais. Et donc on va analyser entre guillemets une attraction qui s'appelle Monster Planet of Godzilla, donc, voilà, qui est un truc assez attraction liée au monstre. C'est assez rigolo comme truc. Voilà. Ça, on l'a jamais fait, tiens. On devrait aller au parc Astérix ou à Disneyland pour la faire cette cave. Et donc dans le Dikotoku, on va vous parler d'un grand monsieur des effets spéciaux qui nous a quittés il y a quelques temps, qui est monsieur Koichi Kawakita, qui est un peu le monsieur SFX des années 80-90. Et donc voilà, donc ça fait encore un beau petit programme pour cette nouvelle émission. Et donc on continue les aventures de Mothra, et c'est tout de suite. En 1989, Godzilla vs Biollante sort, et ça marche pas vraiment au box-office. Ouais, en fait, dès le début, dès le revival de Godzilla, l'idée c'est quand même de faire revenir aussi Mothra, qui est quand même le deuxième monstre le plus populaire de la franchise, mais ils savent pas à peu près comment faire. Et en 90, il y a monsieur Kazuki Omori, qui est un des dieux du Kaiju Ega dans les années 90, qui va proposer un premier script qui s'appelle Mothra versus Bagan, donc, qui est un peu un des scripts les plus fantasmés quand même par les fans, puisqu'il introduit donc il fait revenir ce qui était déjà dans un premier script, surtout le personnage de Bagan, donc on connaît pour être le monstre qui a été le plus dans les projets mais sans jamais y arriver. C'est ça. Puisque donc c'était une espèce de gros dieu avec des cornes partout, super un monstre assez intéressant et qui n'est jamais apparu. Donc voilà, l'idée c'était de faire un film qui amènerait donc Mothra sur le devant de la scène des années 90, et en introduisant enfin Bagan, qui a eu énormément de rendez-vous manqués comme ça depuis un petit moment. On l'attend toujours d'ailleurs. Et le problème c'est que le script il va un peu mettre du temps à se faire, il va pas forcément plaire à l'atto, pourtant il va y avoir des storyboards qui vont être faits et tout, et ça traîne un peu en longueur, donc en attendant ce qu'ils font, c'est qu'ils font un troisième Godzilla, donc Godzilla contre King Ghidorah, qui sort en 1991. Qui marche très bien. Mais par contre, il lâche pas forcément l'affaire. Il continue à espérer que Mothra revienne comme ça, et excite le projet avec Bagan. Cette fois-ci, on fait donc ça dépend des sources. Soit c'est Godzilla contre Gigamos, soit c'est Mothra contre Gigamos. Donc en fait, on reprend des idées de ce script-là de Mothra contre Bagan. Koichi Kawakita signe une partie du script, cette fois en intégrant un combat entre Godzilla et Mothra, parce que l'idée c'était quand même de les faire revenir à se taper dessus. Et donc là on a un troisième monstre qui est une espèce de Mothra maléfique, donc qui s'appelle Gigamos. Pareil, il y a des storyboards qui sont faits, mais pareil, le scénario traîne en longueur, il a du mal à se faire, enfin voilà, c'est un peu
On sent que la Toho est pas au taquet pour faire le film. Cependant, le scénario sera un peu... Sous une autre forme. Sera un peu récupéré et ça va donner le film qui est sorti en 1992, donc Godzilla et Mothra, The Battle for Earth, qui remet en scène Godzilla et Mothra, donc qui est clairement un espèce de remake de Mothra et Mothra contre Godzilla mélangé. Surtout du premier, hein, je trouve. Ouais. Hein. Ouais, vraiment Donc surtout du premier. on a des industriels qui décident de ramener l'œuf de Mothra parce qu'il a été découvert. Une météorite qui atterrit sur Terre, qui réveille Godzilla, et en même temps Batra, qui est un Mothra maléfique, qui se réveille en même temps et qui est là en fait pour préserver la Terre au détriment des espèces humaines. Hein. Tout à fait. C'est qu'elle doit protéger la Terre au sens de planète et pas au sens d'habitation pour les espèces. Ça anticipe un peu les concepts qu'on verra dans les Gamera de Californie. Voilà. Et du coup, au milieu de tout ça, on a une histoire de couple. Un couple qui est en plein divorce et la maman elle bosse pour le gouvernement et le père c'est une espèce d'Indiana Jones du pauvre, une espèce de chasseur de trésors, chasseur de primes, et au milieu de ça il y a cette petite fille qui va devoir à la fois jouer un rôle dans le combat dans la communication avec le combat des monstres, et il y a ce couple qui va plus ou moins se déchirer pour la garde de la petite. Et donc on a les nouvelles Shobijin, mais qui s'appellent Cosmos, dans ce film-là, qui sont complètement différentes. Ce ne sont plus des jumelles, elles sont jouées par deux actrices différentes. D'ailleurs, elles ont un look un peu différent, parce que les Shobijin avaient un côté un peu polynésien, comme ça, dans le look là, elles sont plus des fées, en fait. Oui, c'est ça. Carrément. Et Mothra a un look aussi un petit peu revisité, c'est une version... Le corps est à la fois très, très compact et les ailes sont beaucoup plus larges en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film-là, Jordan ? Donc très très gros succès. Énorme carton. Énorme carton et surtout énorme succès auprès du public féminin. Parce que l'histoire justement du couple a attiré le public féminin et les enfants. Et très très gros coup de poker qui a marché pour la Toho. Le film a été un immense succès. Très très mérité d'ailleurs, enfin, je trouve que le film, même s'il est assez classique, fonctionne assez bien, surtout. Les séquences d'effets spéciaux sont assez intéressantes, je trouve. C'est un peu rigide par moment, mais ça reste quand même assez intéressant, parce que pour le coup, vous avez deux monstres qui volent. Enfin, il y a des vraies séquences filmées en plan large, et donc on a des belles séquences de destruction. Batra, je le trouve assez intéressant, c'est un concept qu'on n'avait jamais vu avant. Notamment le fait que cette fois-ci on parte du postulat de base que Mothra est indéfiniment gentil et ne pourra jamais passer du côté obscur, permet de créer un Mothra dark. Et dark jusque dans la moelle, puisque là c'est un Mothra qui a des pics partout, qui est noir, qui est... les ailes sont un peu déchirées. C'est une des créatures les plus intéressantes de l'RSI, je trouve. D'ailleurs c'est une des rares créations, ça fait partie des créations originales de l'RSI. C'est un film que je trouve intéressant parce qu'il y a Arif Koubé qui reprend ses partitions mais qui les modifie. Je trouve que la chanson de Mothra dans cette version-là, elle est très très intéressante. Elle est assez géniale. C'est un film qui va développer tout l'aspect écologique. Pour revenir sur l'aspect écologique, même si cette fois on va plus parler de catastrophes extérieures qui viennent sur Terre comme l'astéroïde, ou alors carrément la thématique de la déforestation, qui va devenir vraiment qui était le sujet principal des écolos des années 90, c'était la déforestation, l'Amazonie, tout ça. On suggère que Mothra pourrait être extraterrestre dans ce film-là. Oui, c'est pas dit explicitement, mais on pourrait dire qu'elle pourrait venir d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant aussi. Il y a Akira Takarada qui revient, qui joue le rôle d'un des... Son dernier rôle dans un Godzilla quand même, jusqu'à Final Wars, qui est volontairement hors contexte, mais globalement c'est son dernier rôle dans un film de la franchise. Et c'est son premier rôle de SF depuis Latitude Zéro en 69, donc depuis 23 ans plus tôt. C'est un film que moi j'aime beaucoup parce que le scénario est signé encore une fois Kazuki Omori, mais cette fois c'est Takao Okarawa qui réalise le film. C'est son premier Godzilla, puisqu'il va réaliser ensuite Godzilla vs Mechagodzilla, Godzilla vs Destroyer et Godzilla 2000. Et lui il a une façon de procéder qui est un peu différente, puisqu'il va quand même essayer d'éliminer
le trop plein de personnages qu'il y a toujours chez Omori pour se consacrer vraiment sur un groupe spécifique de Et personnages. ça se voit. Hein. Et même de créer des enjeux émotionnels plus forts entre les monstres, c'est de leur donner un peu plus de personnalité. Le design des créatures est toujours superbe. Moi, j'avais jamais. C'est soigné, les séquences de destruction sont soignées. Je pense notamment à la larve de Batra qui détruit Nagoya et qui se bat contre les chars d'assaut et tout ça. Tout à fait, C'est réglé. Et c'est super bien fait, je trouve. Il y a une belle séquence de fin, un gros combat autour d'une grande roue illuminée. Par contre, pour moi, j'ai un petit problème avec certains effets spéciaux du film. J'ai le problème justement que les séquences de vol, je les trouve extrêmement rigides. Et j'ai vraiment du mal avec ces monstres qui se battent juste en se regardant et en s'envoyant des lasers. Il y a un côté manque de contact que je trouve est assez préjudiciable à l'ensemble du film, et j'en ai un petit peu marre des films où Godzilla tombe dans la flotte en fait. Oui, parce que ça fait quand même presque 3 films où ça se finit comme ça. C'est un petit peu au bout d'un moment. Soit il finit dans un volcan, soit il finit dans un lac ou une mer, où il tombe dans une montagne, dans une crevasse ou autre. C'est un peu la fin classique, la fin canon quand même. Par contre, c'est le premier film qui revient vers les vrais symboles de Mothra, notamment avec le symbole de l'Infant Island, avec donc ce cercle orné d'une croix. C'est la première fois qu'on revient à quelque chose d'assez religieux quand même. C'est revient mythologique, au côté mythologique, au côté divinité de Mothra. Le film très bien. L'un des meilleurs de la RSI, je pense. Très très bien. Donc il est disponible en DVD français chez Aventi, en japonais. Je le précise parce qu'il y a énormément de films de l'RSI qui sont en doublage anglais, donc celui-là a la chance d'être dans une copie japonaise et c'est plutôt cool. Oui. Voilà, ça c'est sympa. Mothra revient par la suite dans Godzilla contre Space Godzilla, là qui fait clairement un petit caméo, hein. Elle sert absolument à rien dans l'histoire, mais par contre... son rôle va être capital pour la suite. C'est la frustration que représente ce film, c'est-à-dire quand vous voyez les posters, vous vous attendez à un truc de malade avec des super designs, des combats dantesques de monstres et Mothra en plein milieu qui a l'air de jouer un rôle super important. Mais c'est ça, moi je me souviens quand j'avais vu le film, j'avais vu une seule image du film. Et en fait, sur l'image, vous avez Space Godzilla qui est géant avec une tour à côté, des cristaux partout, Godzilla qui est un peu plus petit, et Mothra qui est sur la même image. Vous vous dites, ça va être un combat de taré, il va y avoir Mothra qui va arriver, qui va aider Godzilla à combattre un ennemi de taille gigantesque et tout. Ben non. Et en fait, non, elle fait juste un caméo. En fait, donc on suit la logique de Godzilla contre Mothra de 92, c'est-à-dire que Mothra est parti dans l'espace pour arrêter une météorite. Arrêter une météorite. Et du coup, on suggère que Mothra serait à l'origine de Space Godzilla. C'est une des origines. Des origines. Mais l'autre, on estime, il laisse supposer que ça serait Biollante qui aurait créé Space Godzilla, ce qui est juste pas possible vu que Biollante n'existe plus dans la timeline de Space Godzilla, mais bon, pourquoi pas. En fait, c'est Mothra qui aurait déposé des cellules de Godzilla dans l'espace en volant, en fait. Et du coup... dans l'espace, ça aurait fusionné avec des cristaux. C'est ça. Et donc on aurait Space Godzilla qui serait revenu. Mais globalement, le film, il est pas ouf. Mothra fait un caméo, mais comme je le dis, ça va être capital puisqu'on a la première apparition de la petite Mothra, la Ferry. Et surtout, si tu regardes les séquences avec Mothra, on voit qu'elle se divise en plusieurs petites Mothra. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver donc dans la trilogie de 1996 à 98, donc une trilogie ancrée sur Mothra. 1995, une date clé dans l'univers du Kaiju Ega. Godzilla vient de mourir suite à son combat contre Destroya pour pouvoir partir aller affronter les monstres dans les films américains, puisque Sony doit faire une nouvelle franchise de Godzilla. Parallèlement à ça, Gamera revient dans la trilogie qu'on connaît, et du coup, la Toho se dit... On fait quoi ? Godzilla est parti, on a un nouveau concurrent, on a un monstre qui attaque le Japon, qu'est-ce qu'on fait ? On va envoyer Mothra, qui va de nouveau protéger le temple de la Toho, donc dans une trilogie de films, donc comme on le disait, donc une trilogie qui a été faite entre 1996 et 1998.
de qualité variable, mais qui relève quand même certains éléments assez intéressants. Ouais, ça se. Donc, ça se on laisse fait, voir. on fait suite au film de Godzilla, à Mothra et à Space Godzilla, où donc on a cette Mothra à l'allure qu'on connaît. C'est le même design. C'est le même design, je pense même que c'est le même costume, Je pense aussi. enfin le même props. Ouais. Donc là, on rentre dans une nouvelle mythologie, puisque là, excite les cosmos, cette fois, les Chobijin s'appellent les Elias, et elles sont au nombre de 3. Mol et Laura, et on a Belvira, qui est une Elias Des ténèbres. méchante. Voilà. C'est un peu la bande Dora. Bah, c'est ça. L'idée, globalement, Mothra est sur son île, c'est la protectrice du Japon, hein, clairement, et on a un monstre millénaire qui revient, qui s'appelle donc Death Ghidorah, qui est donc un espèce de monstre à 3 têtes, à ne pas confondre avec King Ghidorah. En fait, c'est des ouvriers qui, pendant un chantier, enlèvent le seau qui retient la créature, qui est le seau d'Elias, justement, et qui relâche la bestiole, en fait. Et qui libère Belvera. Belvera, qui se réveille en même temps, et donc qui réveille par la même Death Ghidorah. Donc Death Ghidorah, en grand monstre maléfique qu'il est, va attaquer le Japon, et les Elias se disent mais on peut pas laisser faire ça, il faut que Mothra aille protéger le Japon, puisqu'on nous explique qu'il y a une relation entre Mothra et ce monstre-là. Donc Mothra affronte le monstre, Mothra se fait dézinguer en plein milieu du combat, et on a sa larve, qui est une larve prématurée, pour le coup. Et voilà. Puisqu'elle n'est pas prête, et ça on l'insiste bien dans le film, on nous dit elle n'est pas prête, elle va sortir de... Parce qu'en fait elle a la volonté d'aider sa mère. Elle se jette dans le combat. Et elle se jette dans le combat alors qu'on voit clairement qu'elle est toute petite, elle est toute menue et tout. Et du coup, la mère Mothra sent que sa larve est en danger et se sacrifie dans une séquence magnifique. C'est triste. C'est d'une tristesse. Ah là, c'est triste. Mothra a toujours été malmenée dans les films. Mais là c'est vraiment triste. Hein. Mais là, pour le coup, et on puis la voit surtout, dériver dans l'océan. surtout le fait qu'on ait son propre film, que ça soit pas la troisième roue du carrosse d'un film de Godzilla, ça rend la séquence encore plus triste. Donc la larve n'en reste pas là et décide d'aller faire son cocon dans la région d'Hokkaido, en fait, où il y a des arbres millénaires qui ont des pouvoirs assez particuliers. Comme dans Pocahontas. Donc on revient à cette dynamique un peu écologique, tout ça. Mais surtout, ça permet de faire des choses assez intéressantes avec Mothra, puisque cette fois, donc, la larve s'est imprégnée du pouvoir des arbres et revient sous une nouvelle forme, donc celle de Mothra Leo. Et qui a donc des ailes, cette fois ornées de belles couleurs émeraude et rouge, et du coup des tout nouveaux pouvoirs. C'est ça. Donc il y a notamment la capacité à se transformer en milliers de petites Mothra et aller combattre beaucoup plus férocement les monstres qui attaqueraient le Japon. C'est ça. Le réalisateur, donc Okihiro Yoneda, c'était un ancien assistant de Kurosawa, qui avait bossé sur Ran notamment. Donc qui sait gérer les scènes de foule. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que on amplifie vraiment l'aspect conte écologique à mort, ce qui est très bien, ce qui est très pertinent. Au niveau des scènes de créatures, je trouve qu'on retrouve l'aspect très rigide des films de Kawakita. On sent qu'ils essaient de contrebalancer ça avec une grosse séquence dans la maison au début du film. On a une course-poursuite entre Belvera et son petit dragon et la féerie qui est chevauchée par les deux sœurs. Et du coup ça donne une séquence assez intéressante qui a dû demander beaucoup de logistique et beaucoup de boulot, même si malheureusement on voit le point faible des Japonais en termes d'effets spéciaux, c'est à savoir les fonds verts. Par contre, tu parles de rigidité des effets spéciaux. Le combat final entre Mothra Leo et Death Ghidorah, il est quand même... le final est bien. Ouais, franchement, niveau action, c'est quand même bien géré, je trouve. Mais je trouve que c'est des films qui auraient mérité à être tournés en cinémascope. Parce que franchement... C'est le gros problème des années 90, c'est qu'ils tournaient ça n'importe comment. Le 1,85, je trouve que ça apporte vraiment un aspect très terne à ces films-là. Après, les gamins sont assez intéressants. Parce que c'est des films pour enfants. Hein. Voilà, l'histoire du père qui finalement, c'est lui qui dirige, enfin c'est lui qui gère le chantier, donc c'est un peu à cause de lui que
que Death Ghidorah est réveillé. Et surtout, on revient à ce fondamentaux de la bêtise humaine, hein, quand même, Ça, en même c'est temps. ça. Il y a un très beau final avec les parents qui regardent toute la plaine dévastée et tout ça. Il y a un côté un petit peu rédempteur dans cette histoire. Et ce qui est magnifique dans ce film, par contre, c'est la musique de Toshiyuki Watanabe. Qui est ni plus ni moins que le fils de Chumei Watanabe. Voilà. Donc, qui a composé cette trilogie de films sur Mothra et surtout qui est connu des fans de Super Sentai pour avoir composé le score de la série Go-Go 5. Le film est très touchant, il est très intègre. Ouais, Après, je trouve que c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Non, mais ça cesse regarder. C'est pas mal, c'est pas mal. Il commence à faire des tests de CGI qui sont plus ou moins concluants, mais le film a suffisamment marché pour que ça engendre une suite en fait. Ouais. Donc la suite, Mothra 2. Donc, Undersea Battle. Cette fois-ci, nouvel élément pour Mothra, c'est-à-dire l'eau. Tout le film va se passer dans l'eau ou dans la mer. Comment résumer le film ? En gros, c'est Mothra qui part à l'Atlantide et il y a un monstre géant qu'elle doit combattre. Vulgairement, c'est ça. Ouais, en fait, c'est les gamins qui tombent sur un petit monstre qui s'appelle Gogo, qui est une espèce de petite... Mais c'est un petit gremlin. Voilà, c'est un gremlin. C'est une espèce de mogwai comme ça qu'ils doivent ramener sur la forteresse de Milaï Kanai, voilà. Et du coup, les gamins sont pris en chasse par un duo de voleurs qui veulent capturer la petite bestiole. Et en même temps, la résurgence de cette forteresse ramène à la vie un autre monstre, une espèce de dragon qui s'appelle Dagahara, qui est un dragon marin qui peut voler. En fait, et puis surtout qui peut polluer les mers. Voilà, parce qu'il lâche en fait des centaines de spores qui a des formes d'étoiles de mer et du coup ça pollue les océans et la pêche n'est plus bonne, tout ça et ça commence à affecter les humains au moment où les étoiles de mer rejoignent la rive. Je crois que c'est mon préféré des trois. J'aime bien celui-là, déjà parce qu'il est extrêmement exotique. Je trouve. Le fait de tout passer dans une ville côtière, même sur l'eau, ça a un bon côté, je trouve. Ah, c'est un film parfait pour l'été, je trouve. C'est ça, t'as super chaud chez toi, tu te mets ce film, tu vois la mer à perte de vue, c'est parfait. Et pareil, Mothra obtient une nouvelle forme dans ce film, donc une forme aquatique, puis une forme arc-en-ciel, la Rainbow Mothra. Donc la forme aquatique, les ailes deviennent des nageoires pour le coup, qui sont rigides et tout, et ça lui permet de faire des combats assez intéressants sous l'eau. Et ça, on n'avait jamais vu ça avec ce personnage de Mothra. Donc ils ont vraiment fait en sorte que le personnage puisse évoluer à leur guise, et ça, franchement, c'était assez intéressant. Là, ce que j'aime bien, c'est la séquence de destruction de ville, qui était absente du premier film. Oui. Mais là, on revient sur une séquence de destruction de ville. Alors, c'est une ville côtière, mais c'est quand même assez bien fait. Je la trouve assez réussie aussi. Le réalisateur Kunio Miyoshi, qui était aussi un ancien assistant de Kurosawa, qui avait aussi bossé sur Yamato Takeru, on voit qu'il essaie de faire quelque chose de différent, on voit qu'il essaie de faire une mise en scène beaucoup plus nerveuse, comme ça on a la caméra qui passe dans les couloirs de la cité, qui passe d'un étage à un autre avec des mouvements de grue, tout ça. Dagahara par contre me fait penser au monstre de Gingaman. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Gingaman il y a ce monstre, cette espèce de gros dinosaure qui avait le château du méchant sur lui, et il me fait penser à lui. Mais c'est vrai que moi ce qui m'impressionne dans le film, c'est que le tournage a dû vraiment être galère parce que tout se passe sur l'eau, donc ils ont dû aménager le fameux bassin de Lato pour tourner. Là il a été rentabilisé. Pour le coup, c'est le dernier film de Koichi Kawakita en fait, et tout se passe intégralement sur l'eau, dans cette forteresse, c'est assez dingue. J'adore. Il y a des prises de vue au début quand vous voyez des dauphins qui nagent et vous voyez Mothra qui se reflète dans l'eau. C'est joli. Il y a des trucs de taré. Il y a des idées de mise en scène dedans qui méritent le visionnage. À la limite, si vous ne pouvez pas voir la trilogie, regardez au moins celui-là. Parce qu'il y a vraiment des idées de mise en scène. C'est le plus léger des trois. Ouais, c'est le plus léger, mais c'est celui que je préfère. La forme aquatique de Mothra, je la trouve assez dingue. Elle est assez dingue, mais c'est sympa. Ils ont réussi à aller encore plus loin dans le vice avec Mothra 3. Alors cette fois, on fait revenir un méchant de l'univers de Godzilla, puisqu'on fait revenir King Ghidorah.
Moi, c'est peut-être ce qui me gêne dans le film, c'est que autant on avait des créatures inédites, là, bon, c'est un peu facile de faire revenir King Encore. Ghidorah, bon, Encore. mais bon, pourquoi pas, surtout que le background qui est un peu lié au personnage est assez intéressant, puisque donc King Ghidorah revient sous forme de météorite, donc là on revient À l'ère Showa. à l'ère Showa, et surtout donc il capture les enfants, donc bon, c'est un peu, bon, pourquoi pas, bon... Les englobes sous une espèce de cloche comme ça. Pourquoi pas, mais surtout il y a des séquences de destruction de villes, et cette fois en plein Tokyo, avec King Ghidorah, qui d'ailleurs est magnifique, le design est magnifique, Oui. où on a des séquences donc, de destruction de villes, tu te souviens Non, c'est assez bien fait. c'est assez bien fait. Même si elle rappelle beaucoup celle du film de 91, je trouve. Ouais. Il y a toujours le plan sur les C'est ombres. c'est un peu le seul petit problème. Non, moi, ce que j'adore dans le film, c'est ce qu'ils ont fait de Mothra. C'est-à-dire que la Mothra doit repartir dans le passé pour pouvoir obtenir des nouveaux pouvoirs. Et qui dit retourner vers le passé, dit repartir à l'époque des dinosaures. Et il y a des séquences avec un King Ghidorah préhistorique, oui, du coup il n'est pas forcément très bien formé et tout. Donc, Il y a des petites jambes. Le design est assez beau. Lui est beau, mais les dinosaures... Les dinosaures, ils sont un peu... ouais. C'est un petit peu des figurines Jurassic Park qu'on a mis là. Mais par contre, je trouve que la séquence dans la préhistoire, elle fonctionne du tonnerre. Dire jamais t'as vu un combat de kaiju à cette époque-là, et je trouve ça quand même bien géré, avec le volcan derrière et tout. Ce qui m'a fasciné là, c'est encore la séparation entre le dinosaure et les kaiju, c'est-à-dire les dinosaures sont vus comme des animaux lambda, et surtout ils sont tout petits. Oui, mais vraiment il y a un jeu d'échelle. Quand tu vois le T-Rex se faire bouffer par King Ghidorah, t'as de la peine pour le pauvre C'est T-Rex ça. qui est réduit à une C'est toute petite taille, et tu dis non, vraiment les dinosaures sont des animaux bienfaisants, bienveillants, alors que les kaiju sont des aberrations qui ont rien à faire là, quoi. C'est ça. Moi j'aime beaucoup le design des Mothra préhistoriques sous forme larvaire. Je trouve qu'il y a un aspect un petit peu rocailleux, un peu brut, qui est très sympa. Et donc Mothra obtient ses nouveaux pouvoirs avec le temps, et du coup elle obtient une forme, une armure. Armored Monster. Et du coup, là on bascule dans autre chose. Là c'est clairement Mecha Mothra. Complètement. Et pour le coup ça passe plutôt bien, enfin moi je trouve que ça passe plutôt bien. J'aime bien la couleur des ailes, moi. Bon après voilà, c'est un peu le Deus Ex Machina par excellence, bon c'est un peu gratuit, mais niveau design, je trouve ça assez intéressant. Et le combat final entre King Ghidorah, où il se fait clairement éclater les ailes, est assez intéressant. Moi je me souviens de ce combat-là qui était quand même assez intéressant. Et du coup, Mothra obtient une nouvelle forme en fait quand son armure se retire, parce qu'en fait c'est une couverture. Hein, son armure est une couverture. On a une nouvelle Mothra qui a des tons blancs et bleus et orange, et qui est appelée donc Eternal Mothra. Et là, c'est juste frustrant parce que apparemment on te dit qu'elle a des pouvoirs illimités, et moi j'aurais bien voulu voir ça dans un film. Et ça, tu les verras jamais. C'est juste plus frustrant en fait. Je trouve que le film est plus intéressant par contre sur les relations entre les sœurs, parce que c'est celui-là dans lequel c'est plus poussé, où Belvera commence à vraiment douter de ce qu'elle fait, elle commence à se poser des questions et à vraiment culpabiliser. Il y a un moment donné où Moll elle meurt, et enfin en tout cas elle est mise sous forme elle est un peu cryogénisée, en tout cas elle s'arrête de vivre, elle est en suspension, et l'autre, Laura, devient méchante à un moment donné. C'est ça. Donc mais c'est un petit garçon qui va devoir résoudre le problème. Non, il y a des très très bonnes idées. Moi quand je résume la trilogie, quand je revois la trilogie, il y a vraiment un truc que j'aurais voulu voir, c'est voir dans un film de Godzilla, Mothra qui peut passer d'une forme à l'autre pour combattre un monstre. Tu vois, un monstre qui serait tellement puissant que Mothra doit passer de sa forme aquatique à sa forme armure, à sa forme éternelle. Tu vois, enfin, il doit switcher à chaque fois. Une vraie séquence d'action avec des effets spéciaux et de pyrotechnie à outrance, quoi. C'est ce que j'aurais voulu voir. Surtout que maintenant avec les CGI, ils peuvent le faire sans problème, je pense. À l'époque, c'était encore en phase de test, donc c'est compliqué. Mais dans les trois films, les séquences avec les fonds verts sont assez ratées, je trouve. Autant les effets spéciaux, c'est peut-être le gros problème. Les combats de monstres, c'est on sent qu'ils ont été faits un peu à la va-vite, parce qu'il y avait Gamera derrière et qu'il fallait montrer que la Toho était encore là, parce qu'ils pouvaient plus compter sur Godzilla. C'est ça. Et c'est peut-être la démarche opportuniste qui moi me gêne. Moi aussi, ouais. Mais
Après, voilà, le troisième film, c'est peut-être celui que je préfère le moins. Je sais pas, je garde vraiment une... Bah, il est un peu gratuit parce que d'un côté, t'avais Gamera qui affronte Iris, donc qui est un monstre complètement tout puissant. nouveau, ouais. Ils disent ah bah il faut faire en sorte que King Ghidorah revienne parce que c'est le kaiju le plus méchant. C'est à la fois c'est très bien qu'ils en aient fait que 3 parce qu'au moins l'histoire se termine, tu finis ta trilogie tranquillement. Mais en même temps, tu dis, on sentait bien de prendre un monstre. Pourquoi pas faire un préhistorique Godzilla. Enfin, j'aurais limite préféré voir un Godzilla mutant ou un autre truc différent. Non, mais à la limite, faire un 4e film qui justifie toutes ces nouvelles formes, où là, justement, Mothra aurait pu passer de toutes ces formes pour combattre le monstre. Je sais, je reviens à ça, mais le faire passer par des stades successifs... Oui, après, tu accumules... Tu te dis, il y a un climax qu'ils auraient pu obtenir justement avec toutes les formes. Elle obtient des pouvoirs, si c'est pas pour les utiliser après, c'est un peu dommage. C'est sûr. Parce qu'à part combattre le monstre du film en question, qui est un peu le monstre de la semaine, le monstre de l'année, c'est un peu dommage. Okay. Mais voilà, les films sont quand même disponibles dans des qualités assez médiocres, hein, c'est un peu dommage, mais c'est quand même disponible chez Aventi, hein, donc qui avait sorti les Godzilla. Rabattez-vous plutôt sur les Blu-ray de Sony à la limite. Qui ont des sous-titres français d'ailleurs. Mais qui ont surtout des copies superbes. Donc du coup, si vous voulez bien voir les bonnes couleurs qui pètent des 3 films et surtout du 2, rabattez-vous plutôt sur les Blu-ray de Sony. Je te rends ça. Merci. Et maintenant, on va parler d'attraction. Ouais. Alors Jordan, t'as trouvé une petite curiosité, une petite rareté et oui, cave. Je vais vous parler d'un film de Godzilla qui n'est pas sorti en salle. Ah bon? Ça existe? Et oui, puisque en 1994, donc dans le parc d'attractions Sanrio Puroland, qui est lié à Hello Kitty, en fait, ils ont fait une attraction de Godzilla qui est une attraction 4D. En fait, c'est un peu comme notre Chéri, j'ai rétréci le public ou Captain EO. Voilà, le public est déjà rétréci, c'est bien. Ce genre d'attraction là, qui en fait donc est un film que vous voyez sur un écran de cinéma avec vous avez des lunettes 4D, vous avez des sièges qui génèrent des odeurs, ce genre de choses qui un peu bougent et tout. Oui, c'était vraiment un truc assez novateur pour l'époque et assez qui a calé au bout du délire. Donc en fait, on a un petit film d'une dizaine de minutes où on suit donc premièrement Godzilla, Mothra et Fire Rodan sur l'île aux monstres. Ça. Et qui sont par la suite transportés dans une ville. Donc où on a des petites séquences de destruction et tout. Et du coup, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on a un nouveau vaisseau. Oui. C'est pas le Garuda. Non, mais il ressemble un petit peu. Mais il ressemble. On a l'actrice qui joue Miki Saegusa, qui donc sert de guide pour. Elle reprend son rôle. Pour les spectateurs, en fait, qui vous explique. Alors voilà, là nous sommes dans le hangar, machin. Dans le hangar, machin. Enfin voilà, qui fait vraiment office de lien avec le spectateur. Et du coup, on a des séquences tournées par l'équipe de la Toho. On reprend la musique de Akira Ifukube notamment. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même s'ils reprennent les costumes des années 90, c'est pas dans la même continuité. C'est autre chose. C'est un univers totalement à part. Mais par contre, moi ce que j'aime bien, c'est les séquences qui se passent en ville, puisque vu que c'est une attraction et que du coup ça peut prendre plus son temps, on a des plans assez intéressants. On a notamment des plans, moi j'ai remarqué des plans où tu as la caméra qui passe entre les maquettes. On a des mouvements de grue. Des choses qui sont assez intéressantes et qu'on n'a jamais vu, moi je trouve, dans des Godzilla. Des plans subjectifs du vaisseau qui affrontent les monstres direct, qui en rentrent dedans. Il y a même un plan où ils font tomber Godzilla, il me semble. Oui. Il y a un truc où Godzilla crache son souffle radioactif face caméra et le truc essaie de l'éviter, tout ça. Il y a des choses assez intéressantes. On sent qu'ils ont vraiment joué sur l'aspect perception, en fait. J'ose même pas imaginer les spectateurs qui ont vu ça à l'époque.
Quand par exemple tu as fait Chérie, j'ai rétréci le public et que tu sais à quoi t'attendre, tu essayes un peu d'imaginer ce à quoi ça pouvait ressembler et en effet ça pouvait être très intéressant. Ouais, bien sûr. Donc moi je regrette juste que l'attraction ne soit plus active aujourd'hui, c'est peut-être un peu dommage, mais heureusement grâce à YouTube on peut retrouver le film en question et non il y a des... Enfin, moi, C'est très intéressant. C'est assez intéressant. Petit court-métrage intéressant, surtout pour la mise en scène. C'est une belle petite mise en scène. Voilà. C'est Kawakita qui avait fait Oui, ça. oui, je suis pas étonné, Kawakita et son équipe qui avaient travaillé sur le projet. Non, franchement, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant et ça permet d'avoir une nouvelle vision des films, enfin de la façon de faire les films, parce que c'est pas des séquences qu'on voit dans les films, je trouve. Exactement. Donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Et ça s'appelle donc Monster Planet of Godzilla. Tapez ça sur YouTube. Voilà. Ben, justement, on va parler de Monsieur Kawakita tout de suite dans notre Dikotoku. Voilà. Alors là, un grand monsieur qu'on va aborder, une personnalité très importante des effets spéciaux de la Toho, puisqu'il s'agit de Monsieur Koichi Kawakita. Monsieur Kawakita, c'est, on va dire, le 3e grand chef d'effets spéciaux de la Toho, après Jitsuburaya et après Monsieur Nakano. C'est lui qui a pris le relais à la Toho, on va dire, durant les années 80, mais il était déjà dans le domaine bien avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand il était adolescent, il a été marqué par Prisonnier des Martiens, donc The Mysterious, qui était un film qui l'avait complètement marqué à l'époque, et pendant des années il voulait en faire un remake. Bon, c'est normal, c'est un film formidable. Il y a de quoi être impressionné par ce film. Tout à fait. Et en fait, il avait déjà de la famille dans le cinéma, il avait une partie de sa famille qui bossait à Toho, donc qui bossait à Paramount, enfin, une famille, il était déjà issu d'une famille de cinéma, et dans les années 60, donc il intègre en tant que jeune assistant l'équipe de Tsuburaya. Il est sur les films des années 60, notamment sur King Kong contre Godzilla, sur Ghidorah, tout ça. Donc du coup, il bosse comme ça dans l'équipe, le petit jeune comme ça qui est en train de monter petit à petit. Et au début des années 70, il travaille avec Monsieur Nakano sur les séries d'effets spéciaux de la Toho, notamment Zone Fighter, voilà, sur lequel il est dessus. C'est le réalisateur des effets spéciaux de Zone Fighter avec Monsieur Nakano. Tout à fait. Ils prennent le poste chacun à leur tour et c'est déjà une belle expérience. C'est quand même déjà parce que c'était quand même si Zone Fighter, on en avait parlé, bon, c'était pas dingue non plus, c'était quand même une série produite par la Toho. Oui, ça restait quand même une certaine vitrine pour le studio qu'il fallait mettre en avant. Et ensuite, il va continuer à avoir du galon dans les années 70. Il part à Hong Kong en 1977 avec Monsieur Arikawa, Sanamasa Arikawa, un autre assistant de Tsuburaya, pour réaliser les effets spéciaux du Colosse de Hong Kong. Production donc de la Shaw Brothers. Puis en 1980, là c'est le Graal, puisqu'il réalise les effets spéciaux de la magnifique série Ultraman 80, qui est une des plus belles séries d'Ultraman. Donc c'est lui qui signe les effets spéciaux, et on peut dire que en pratique, c'est grâce à lui que la série est géniale, parce que les effets spéciaux sont absolument démentiels. Il y a un assemblage de talents sur la série, mais c'est vrai que lui a fait un travail de dingue. Ouais. Donc il réintègre la Toho ensuite dans les années 80. Et il va prendre la relève de Monsieur Nakano, donc qui avait fait les effets spéciaux du retour de Godzilla, et qui laisse le poste vacant sur Biolante. Mais avant ça, il réalise un film très important qui est Sayonara Jupiter. Oui, Sayonara Jupiter. Gros space opéra, plus dans la lignée de 2010, de l'année du premier contact, un peu dans ce même délire-là, avec des grosses séquences de vaisseaux spatiaux assez hallucinantes, très film un peu faible en termes de scénar parce que c'est un peu long, mais les effets spéciaux sont magnifiques. C'est lui qui réalise ensuite les effets spéciaux de Gunhead en 1988, qui est un film un petit peu raté, mais où les effets spéciaux justement de mecha sont assez saisissants d'ailleurs. Et donc effectivement, Godzilla contre Violent en 89, c'est lui qui prend le relais et qui deviendra le réalisateur des effets spéciaux des Godzilla jusqu'à Godzilla contre Destroya. Personnellement, moi je trouve que Godzilla contre Violent, c'est un de ses meilleurs boulots, avec Godzilla versus Mechagodzilla 93. Moi j'aime bien Destroya aussi. Ouais, il y a parce des que choses. T'as des séquences où t'as Destroya qui sont petits et tout, qui sont assez jolis. Moi j'aime beaucoup. Son style, lui, c'est quand même
on met beaucoup sur le design des bestioles et on essaie d'inventer le plus de coups spéciaux possible. Ouais. Il y a très peu de combats corps à corps. Enfin, plus la série avance et moins il y a de combats de C'est ça, de corps à corps. en fait l'idée c'est vraiment, on va mettre des rayons partout, des rayons colorés surtout, parce voilà. qu'il aimait bien faire des rayons colorés. Donc on va mettre des jets de quelque chose, des rayons de ceci, des éclairs qui sortent des yeux, des machins. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment quelque chose qu'on peut projeter, plutôt qu'un combat au corps à corps. Ce qui n'est pas illogique, vu qu'il a passé quand même le plus clair de son temps avec Nakano, et que Nakano c'était quand même quelqu'un d'avant tout sensible à la pyrotechnie. Il aime bien les explosions, les trucs qui tombent et tout ça. On est moins sur la personnalité des créatures, et surtout les maquettes sont... À la fois les maquettes reprennent très bien les décors, les points de vue des villes, mais elles sont moins détaillées parce que les monstres sont plus grands, donc du coup il fallait réduire les maquettes. Et vu qu'à l'époque on bossait en format 1.85 et pas en cinémascope, on a beaucoup de paysages urbains qui perdent en volume. C'est un peu le gros problème, associé à une réalisation un peu grisâtre sur les bords. C'est ça. On perdait en qualité. Ouais, je trouve aussi. Donc il réalise ensuite il supervise les effets spéciaux des 2 premiers Mothra, donc Rebirth of Mothra. Et surtout, il a fait une adaptation de Yamato Takeru. Oui, qui est un de ses plus gros boulots là aussi. Qui est un véritable tokusatsu de la Toho, mythologique, à mi-chemin entre les Godzilla et tous les films qu'il faisait dans les années 60. Un gros film de dingue aussi, qui est assez joli à regarder et qui part dans tous les sens aussi en termes de design. C'est vraiment bien foutu. Il avait produit dans les années 2000 des séries comme Sazer X, oui. Si je me souviens bien. Et Grand Sazer. Grand Sazer. Et il avait, ces dernières années, beaucoup fait de participation dans les universités pour développer des programmes d'enseignement de tokusatsu dans les universités. C'est quand même bien les universités au Japon. Il faut aller là-bas. En France, on t'enseigne comment filmer façon Godard. Au Japon, on t'enseigne comment filmer façon tokusatsu. C'est ça, c'est pas la même classe. Et donc en fait, il est décédé en 2014. Ouais. Et, prématurément, à l'âge de 72 ans. Et il a eu la chance quand même d'aller au G-Fest et de rencontrer les fans. Où il avait été extrêmement bien reçu, les gens adorent son travail, c'est normal, la plupart des gens qui adorent... Les Américains adorent l'RSI de Godzilla, donc forcément ils étaient ravis de le recevoir. Mais surtout aussi, il était resté très proche de la Toho, notamment il avait visité le plateau sur Final Wars, notamment. On le voit ironiquement, de façon humoristique, on le voit... donner les conseils à Minya pour les séquences et tout, c'est assez mignon aussi parce que ça montre vraiment qu'il était resté impliqué là-dedans tout en ayant pris une retraite. Il y a plusieurs clichés comme ça où vous le voyez sur le lieu de tournage et tout. Il dit, quelqu'un de très respecté. Moi je le voyais dans beaucoup de documentaires où il invitait à chaque fois les réalisateurs de documentaires à rentrer dans le fameux vault de la Toho et montrer les maquettes, montrer les trucs et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un de très sympathique. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui se dévoilait le plus. Ouais, je pense. Ouais. C'est vrai quand on regardait les documentaires, on le voyait souvent dire là, vous voyez, alors ça c'est ça, avec ça on fait ça, etc. Moi je me souviens beaucoup de séquences avec lui où justement on voit l'envers du décor. C'était une époque où les films étaient plus médiatisés, donc du coup on avait un accès plus direct. Mais surtout il avait ce côté professeur. Bon voilà, hommage à monsieur Kawakita, grand monsieur qui nous a quittés, donc n'hésitez pas à revoir les films sur lesquels il a participé. Et il y a vraiment des choses à dire, il y a vraiment des choses à voir, et là c'est qu'un panel, mais... Voilà, c'est un résumé du CV, quoi, on va dire. Mais voilà, il a fait énormément de choses, donc merci. Merci à monsieur Kawakita d'avoir continué les rêves pour les fans de Kaiju. Voilà. Écoutez, Tokuscope, c'est terminé pour aujourd'hui. Fin de cette deuxième partie Mothra. La troisième partie arrivera prochainement. Ouais. Voilà. Écoutez, merci toujours pour votre fidélité, merci toujours pour votre gentillesse. Nous, on ne change pas. Vous pouvez toujours comme nous suivre sur les blogs, sur YouTube, sur Twitter, sur la chaîne Facebook, de Cinefuzz, sur machin. On bouge pas. Voilà, comme d'habitude. Donc, sélection musicale by Jordan. Un peu de score de Monsieur Watanabe quand même, parce qu'il a fait quand même un boulot de fou et on en a parlé. Il était temps de céder la place à un peu d'écoute musicale, donc voilà, on rend hommage à sa musique. Donc prenez soin de vous et transmettez-vous.